médias sociaux. Le terme de blog de 97, même si l'essor des blogs, ça a été 2003-2004, sont des choses qui commencent à dater. Et alors si on remonte dans le temps, eh bien on arrive en 2004 à l'invention du terme Web 2.0. En fait, c'est pas le terme Web 2.0, c'est O'Reilly qui a inventé ça. Vous connaissez O'Reilly, c'est celui qui fait un éditeur qui fait les bouquins techniques, informatiques. Et en 2004, il se réveille un matin en disant, enfin dans une conférence plutôt, et il fait un papier en disant il y a quelque chose qui se passe, il y a une nouvelle ère du web qui commence, qui est un web collaboratif. En fait, il n'a pas inventé le web 2.0, il fait un constat. Il fait un constat pour dire, eh bien, regardez tous ces nouveaux outils qui existent. On parlait beaucoup de Dig, par exemple, hein, on parlait aussi de Delicious, si vous vous souvenez, des outils de bookmarking collaboratif. C'est marrant, c'est ça qui est marrant avec l'Internet, ça a 5-6 ans, et c'est 10 ans. Voilà, et puis après il y a eu l'essor des blogs, et puis Twitter, et là on a l'impression vraiment maintenant qu'on découvre tout aujourd'hui, mais il y a un véritable historique, et cet historique il n'est pas neutre, parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses. Alors ce point de départ, je ne reviens pas sur O'Reilly, mais ce qui serait intéressant c'est de revenir sur les principes fondateurs du Web 2.0. Alors je vais les résumer de façon très schématique. La collaboration, c'est-à-dire, grosso modo, au début du web, on poussait de l'information, même si ce n'est pas tout à fait vrai, je schématise encore une fois. Et puis, à partir de 2004, eh bien, on commence à voir arriver des services collaboratifs où les gens construisent des choses ensemble. On a même vu des services se créer dans les années 2006-2007, des choses comme Innocentive, par exemple, qui permettent carrément d'outsourcer une partie de la R&D sur Internet. Alors, une partie de la R&D, je vous rassure, mais pas toute la R&D sur Internet. C'est d'ailleurs un spin-off d'une société pharmaceutique qui s'appelle Eli Lilly, que vous connaissez peut-être. C'est un très joli service, Innocentive. Il y en a d'autres du même genre, comme Nine Sigma ou Yet to Come. Bon. La collaboration, c'est un sujet qui est intéressant et qui a plein de facettes, bien sûr, aussi bien en interne, ce qu'on appelle le réseau social d'entreprise, en externe, avec les médias sociaux traditionnels comme Twitter ou Facebook tels qu'on les voit, ou aussi dans la co-création, qui revient d'ailleurs à la mode. On commence à revoir aujourd'hui des services. On en avait chez Orange qui sont très intéressants, comme Dream Orange, par exemple. Si vous voulez aller tester en avant-première des produits, vous pouvez rentrer dans cette communauté, tester les produits, faire le feedback, etc. et participer de l'évolution des produits. Peut-être travailler sur la nouvelle Lightbox. Alors le deuxième point, c'est pas une firme de cinéma, c'est le User Generated Content, c'est le contenu généré par l'utilisateur. Et le contenu généré par l'utilisateur, bon, en fait ça date pas vraiment du Web 2.0. Le web a toujours contenu généré par l'utilisateur. Alors avant, on faisait ça dans GeoCities, pour ceux qui se souviennent, qui sont très très vieux. Hein, on avait des sites web, on mettait son site web soi-même en format HTML ou autre. Et puis à partir des années dites Web 2.0, bien, il commence à arriver des services de plus en plus sophistiqués qui permettent à des utilisateurs de moins en moins évoluer, de contribuer directement et de participer. Alors, on est arrivé même au niveau ultime de l'UGC aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui trouvent même que WordPress est déjà trop complexe et qui se jettent sur Tumblr, vous l'avez peut-être vu, hein, qui a démarré comme un service de blog et qui se transforme de plus en plus en espace de partage, en réseau social. Alors, sans vouloir rentrer trop dans le détail, ça a été l'avènement du client léger. Alors ça, le client léger, pour ceux qui sont dans l'informatique, ça fait pareil, c'est depuis longtemps qu'on en parle. On l'a affublé de toutes les descriptions, de toutes les hypothèses possibles, mais finalement, le client léger, il s'est imposé de facto, comme c'est souvent le cas dans Internet, les standards s'imposent de façon naturelle. Le client léger, aujourd'hui, c'est devenu un navigateur. Et plus une seule application se développe en dehors d'un navigateur, même, et peut-être même surtout, en interne,
la quasi-totalité des applications se livrent soit en mode SaaS, même en interne des entreprises. Bon, et le dernier point, alors là, on rentre peut-être un petit peu plus dans la technique, mais c'est un point qui est vachement important à comprendre. Parce que ce qu'on appelle le RSS, c'est Real Simple Syndication, c'est-à-dire en fait le fait de pouvoir s'abonner à un service et de recevoir un flux directement. Si je regarde les gens qui lisent mon blog, entre 1000 et 2000 personnes par jour, il y en a plus de la moitié qui le reçoivent, qui lisent le flux par le flux RSS, qui ne vont pas, en fait, ils ne vont pas sur le blog. Ils ont un message qu'ils reçoivent et qui leur pousse de l'information. Cet outil-là, en fait, d'un point de vue technologique, c'est relativement basique, parce que ce sont des flux XML. Mais cet outil, il est vraiment fondamental, parce que c'est ça qui permet de rendre le web dynamique et de faire cette espèce de domino. Vous avez vu tout à l'heure le Inside Orange, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans une ère d'un web dynamique, hein, où on n'est plus obligé de dire « ça y est, j'ai modifié l'information », mais c'est l'utilisateur qui est averti de cette modification automatiquement. Alors au départ, et là j'ai livré un petit exercice, on va remonter aussi dans le temps et voir le paysage tel qu'il a évolué. À mon avis, c'est intéressant pour comprendre ce qui se passe et pour essayer de comprendre vers où ça va aller. Alors si je reprends le schéma de Cavazza qu'il avait fait, je pense que c'était en 2009, parce que finalement ce terme de Web 2.0, eh bien on ne l'utilise plus déjà depuis 2009. Il a été remplacé par le terme de social media, médias sociaux. C'est d'ailleurs pas un terme dont je raffole vraiment, parce qu'il contient déjà, bon, social, ça c'est sympathique, mais il contient ce terme de média. C'est vrai, dans un sens c'est un média, ça le devient de plus en plus, mais aussi qui fait que parfois on confond un peu les médias sociaux avec les médias publicitaires. Et des fois il y a des confusions des gens et des confusions dans la manière dont ça fonctionne. Alors au début, encore en 2009, un petit peu moins en 2009 qu'en 2004, eh bien, il y a encore une profusion d'outils, à tel point d'ailleurs que ça pouvait peut-être donner le tournis, et on se disait qu'est-ce que c'est que c'est fou là, avec le web 2.0, on comprend rien, ça part de partout, il y a trop de trucs, c'est compliqué. Et puis au fur et à mesure, eh bien, ça s'est rationalisé, et je dirais dans l'esprit des gens, ça se simplifie. On part d'un foisonnement 2004-2008 pour arriver à ce terme social media qui rassemble ces choses autour de ce concept. Et puis je trouve que depuis les années 2010-2011, on entend un peu une réduction, une sorte d'appauvrissement du langage, où on parle de médias sociaux et les gens entendent réseaux sociaux. Mais c'est déjà un appauvrissement énorme, parce que dans les médias sociaux, vous avez des choses comme les blogs, les wikis, on va parler, c'est un petit peu plus anecdotique parce que c'est plus utilisé en interne qu'en externe, à part Wikipédia qui reste une exception. Mais ces réseaux sociaux, et j'ai oublié le principal, j'aurais dû commencer par LinkedIn, qui cette année vient de dépasser Vidéo, 200 millions d'utilisateurs. Ce sont bien entendu l'essentiel de notre travail se base sur ces outils, sur ces réseaux humains, hein, parce qu'avant d'être des outils technologiques, ce sont surtout des réseaux humains. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que à la base, je dirais, il y a des choses qu'on partage dans ces réseaux. On n'est pas seulement en train de faire du cyberbabillage, tweeter, faire des smileys, des choses comme ça. Surtout quand on est dans une position, comme la mienne, ça fait 6 ans que je fais ça, c'est ma 6e année, où on anime ce genre de communauté à l'intérieur des entreprises, ou alors où on même les construit à l'intérieur des entreprises, parce qu'on ne construit pas une communauté uniquement en faisant coucou sur Facebook. C'est un petit peu plus compliqué ça. Et donc justement, une des choses qu'on aimerait bien ne pas voir arriver, mais qu'on a malheureusement quand on discute avec beaucoup de responsables médias sociaux, on arrive à ça, c'est un appauvrissement total. Médias sociaux égale réseaux sociaux égale Facebook. Non. Et donc on peut se pencher maintenant un petit peu plus avant sur qui les utilise et qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, c'est ça qui est marrant dans ce boulot, c'est que vous pouvez faire
Ça, cette présentation, en fait, je l'avais déjà faite une fois il y a quelques mois, elle l'a faite au mois de juin. Et on était à 901 millions de comptes. Alors j'allais enlever ce slide-là, puis je me suis dit non, je vais le laisser parce que finalement c'est amusant. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à 980. Alors c'est marrant parce qu'il y a un moment, vous l'avez peut-être entendu, on a passé le milliard. Mais en fait, ça avance et ça régresse des fois. Alors, il faut apporter des nuances. C'est que de temps en temps, il y a du nettoyage qui est fait. Donc on enlève, on purge les mauvais comptes. Et c'est vrai qu'on commence à avoir une inflexion. Bon, c'est un peu normal. Ceci étant, il y a encore de la marge. Si vous cherchez les chiffres là-dessus, je vous conseille, c'est un site tchèque qui est vachement bien fait, il s'appelle socialbakers.com. Et donc vous allez voir des points, notamment dans les pays émergents. En fait, Facebook, c'est la folie. Vous allez sur les 6 millions de fans qu'on a dans l'ensemble des comptes du groupe Orange, vous en avez plus d'1 million en Pologne. C'est la folie. Vous avez des pays comme la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, enfin, tous les pays, la Roumanie, tous les pays qui ont découvert la liberté d'expression récemment. Se jettent là-dessus avec une avidité fantastique. Et alors dès qu'ils découvrent Twitter, boum, tout le monde va sur Twitter. Alors que nous, Twitter, on est encore très très loin de la vérité. Donc aujourd'hui, le chiffre c'est 981 millions. 981 millions, 1 milliard, 1 milliard 1, 1 milliard 2, bon, on ne va pas chipoter. Hein. C'est gros. Alors, j'ai entendu dire, Facebook va être Yahooé, MySpaceisé. Alors déjà, j'ai une grande nouvelle pour vous, Yahoo ne va pas être Yahooé déjà, pour commencer, parce qu'ils ont beaucoup de cash, ils ont vendu Alibaba, et il en reste encore 40%, ils sont tranquilles pour l'hiver. Et ensuite, ils ont une nouvelle patronne qui relance bien les choses. Et j'ai du mal à voir Facebook se faire Yahooé, justement. Parce qu'il a atteint une masse critique. Or, justement, tout l'enjeu, c'est quand vous achèterez la communication digitale expliquée à mon boss, vous verrez notamment une interview assez intéressante de Daniel Lori, qui est un publicitaire Internet qui est basé aux États-Unis et en France, et qui est un des pionniers, c'est lui qui a inventé le pay-per-click. Et Daniel explique justement, il dit, ouais, mais en fait c'est l'inverse qui va se passer, parce que l'Internet, la publicité sur Internet, c'est complètement concentré sur le marketing direct. Si vous regardez 40 milliards d'euros de marché publicitaire américain en publicité Internet aux États-Unis, 30 milliards de liens sponsorisés sur Google. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est Google va aller à la chasse au display, Facebook aussi, donc l'affichage. Hein. Et donc, quand on fait du display, on fait de l'image, on fait de la notoriété, on fait de l'exposition à la marque. Si vous faites de la publicité sur Internet, vous le verrez. Vous faites un clic sponsorisé, c'est un clic. Quand vous faites une bannière, vous avez des clics et des yeux. Et là, c'est imbattable. Ça paraît pas imbattable, mais ça l'est. Parce qu'il y a une impression, c'est le cas d'ailleurs, on parle d'impression, qui se fait dans la tête des gens qui voient la bannière, et vous pouvez faire passer des messages aussi. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est contre-intuitif. L'avenir, il n'est pas au rendement, il est au display. Et donc, Facebook a une épingle à tirer là-dedans, parce qu'ils ont, ils ont une population énorme, donc ils ont une masse critique. Et vous avez vu la façon dont ils ont ratissé le monde entier. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur tous les domaines. Et c'est pas idiot des fois de regarder un peu l'historique, parce que ça permet de comprendre le futur. De temps en temps, pas toujours. Et ben on va regarder un peu plus dans le détail sur les réseaux sociaux professionnels. Enfin, j'ai mis Facebook à côté, il n'est pas professionnel, quoique. Ça arrive aussi, notamment dans les écoles, pour recruter des élèves. On peut l'utiliser en mode B2B. Alors on va regarder comment ils ont évolué. Facebook. Bon là, vous connaissez la progression spectaculaire. 2010, 600 millions. Juin 2012, 900 millions. Aujourd'hui, 981 millions. On va forcément arriver à un plateau, mais c'est pas forcément grave.
Parce que, justement, c'est à partir de ce plateau qu'on va commencer à atteindre le retour sur investissement. Alors oui, peut-être que c'est pas Facebook qui va être Yahoo, c'est peut-être son patron. Ça, d'accord. Il y a un moment, peut-être qu'on lui demandera d'aller jouer aux billes ailleurs, et qu'on mettra Eric Schmidt à la place, avec une calculatrice et un crayon, et il va vous mettre un business model qui va bien. Il va commencer par faire payer les entreprises, parce que l'autre va payer, etc., etc. Je ne vais pas trop le suggérer. Oui. Il reste je vais parler. LinkedIn, vous avez vu, la progression de LinkedIn est spectaculaire. Ils viennent de passer les 200 millions. Ils viennent de dépasser aujourd'hui Viadeo. Donc, je pense que vous avez compris le sketch. Si on regarde ce qui se passe avec Crossing en Allemagne, ancien OpenBC, c'est le système allemand. Il était disponible en 3 langues, autrichien, suisse-allemand et allemand. Bon. Il est resté en Allemagne et dans la zone germanique, forcément. Donc repli stratégique. Je ne suis pas étonné qu'on voit la même chose sur Viadeo. Voilà la logique. La logique, c'est une logique de masse. À partir du moment où on a une masse critique, on atteint ce que cette codine appelle la loi de Zipf. Zipf, c'est un linguiste qui explique le nombre d'occurrences de lettres dans les mots. Donc, vous avez la lettre A qui est là, la lettre E qui est là, la lettre C. C'est la règle qui prévaut malheureusement sur tout ce genre de service. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième, on ne voit plus, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau du chef d'entreprise? Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, on va aller très très vite. Il n'y a pas de recette toute faite. Donc on passe au deuxième truc. Quelle stratégie allez on va aller vite. Et si vous avez des questions pendant le... Alors ça c'est le slide à pas manquer. C'est vraiment là-dessus que tout se joue. Tout se joue. En fait, il n'y a pas de stratégie de médias sociaux. Ça n'existe pas. C'est comme si un jardinier disait j'ai une stratégie de pioche aujourd'hui. Non, il va utiliser une pioche pour je ne sais même pas pourquoi on utilise une pioche. Enfin, peu importe. Une engrais à herber. Lui, il sait. Donc il va utiliser un outil qui est approprié à son usage. Et bien pour les marques, c'est un peu pareil. Tout le monde a envie soit d'être une marque aimée, tout le monde aime, ou a peur d'être une marque détestée, ou on va dire du mal de moi sur Internet. Bon, alors je vais vous rassurer tout de suite, il y a peu de marques sensibles. Très très peu. Enfin, je veux dire en termes permanents, c'est-à-dire on peut être sensible de temps en temps. Hein. Je ne conseille pas, c'est pas très marrant. Mais ça arrive. Puis après ça s'oublie. Le temps médiatique c'est environ 15 jours sur Internet. Donc on a un bad buzz, on passe au truc suivant. Les vraies marques sensibles, ben, c'est les gens qui font du retraitement de déchets nucléaires par exemple. Ceux-là, vous êtes sûr, ils créent la page Facebook, 30 secondes après, elle est noyée par Greenpeace. D'ailleurs, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut que je lance ma page Facebook? J'ai dit, je ne pense pas vraiment. Ils l'ont fait quand même. Ils ont arrêté. Tapez un Riva dans Google, vous allez voir ce qui sort. C'est un peu normal. Donc là, vous allez être dans une... C'est pas parce que la collaboration est à la mode que tout le monde va en faire. Vous allez la faire différemment. Vous allez travailler, je dirais, en profondeur, dans l'éducation, dans le didactique. Alors les marques aimées, vous allez me dire, ah oui, bah alors moi j'aimerais bien être une marque aimée. Il y en a très très peu, des marques aimées. Très 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 peu. Et en plus, c'est pas les plus marrantes. Allez, on va citer celle à laquelle tout le monde pense, parce qu'on la cite toujours. Apple. Ils ne font pas de médias sociaux. Zéro. Ni Twitter, ni Facebook, ni rien. Pas besoin. On contrôle. On contrôle le message. Il n'y a pas besoin, parce que les communautés le font pour eux. C'est le stade ultime. De temps en temps, ça peut se retourner contre vous et passer de l'autre côté. Vous avez, par exemple, des gens comme Nutella sont dans cette catégorie-là. Et puis, il suffit qu'on parle de l'huile de palme, et boum, allez voir sur YouTube, vous allez vous régaler. Tapez YouTube, mais tapez Nutella. Nutella a ce problème. Ils ont une énorme communauté sur Facebook, qui est une vraie communauté pour le de vrais passionnés du produit. Mais elle n'est pas gérée par eux. Et ils ne maîtrisent pas vraiment ça.
Alors après, on a deux types de marques. Et alors, nous, on se situe vraiment... j'ai fait 3 ans chez Orange Business. On était vraiment sous le radar. Ça ne veut pas dire qu'Orange Business n'est pas connu. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une grande société. Bien sûr, les professionnels connaissent tous Orange Business Service. Mais, bon, quand j'ai lancé les blogs d'Orange Business Service, je me dis ça va être trop facile, on va avoir des milliards de visites. Je n'aurai même pas à faire de publicité, hein, ça va faire tout seul. Et bien, en fait, non, beaucoup plus difficile que lancer un blog personnel. Beaucoup plus dur. Parce qu'il faut rentrer dans un espace où vous êtes une marque, donc par défaut vous êtes suspect, et il faut engager suffisamment, en étant suffisamment loin de son produit et de sa marque, pour pouvoir attirer l'intérêt, et ensuite cristalliser la communauté en question. Et puis vous avez les marques fonctionnelles. Alors attention, les marques fonctionnelles, je n'ai pas dit que ce ne sont pas des marques aimées, ou ça peut être des marques détestées des fois d'ailleurs. Orange grand public est vraiment là. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Orange, bien entendu, beaucoup de gens aiment Orange, grâce à Dieu. Mais ça veut dire que avant qu'on engage avec vous pour parler de la pluie et du beau temps, ou du discours de Bruno tout à l'heure, il faut avoir fait ses gammes dans le domaine du support client. Donc si vous allez voir les comptes, d'ailleurs on travaille là-dessus depuis 3-4 ans, c'est jamais parfait, on essaie de s'améliorer tout le temps, il faut rester humble. Mais c'est pour nous un élément fondamental avant de pouvoir commencer à travailler sur des communautés ou autre chose, eh bien, il faut être bon là-dedans. Nutella n'a pas ce problème, ça ne tombe pas en panne Nutella. Donc toutes les marques ne sont pas dans les mêmes catégories. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne savez pas quoi faire. Alors, comme j'ai plus beaucoup de temps, les quelques erreurs à ne pas commettre, là, je vous conseille d'aller voir les travaux de l'association sur la transparence. Je vais la faire très courte. Dans les médias sociaux, vous devez dire qui je suis. Bonjour, je suis Bruno Janet et je suis directeur des collectivités locales chez Orange. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez le droit de dire Orange est une boîte formidable. Ce qui est le cas. Mais vous êtes obligé de dire que vous travaillez chez Orange. Parce que sinon, c'est non éthique. Et si vous commencez à... Alors là, on va encore plus loin. À essayer de manipuler l'opinion. Les Anglais, ils ont un terme, ils appellent ça astrosurfing. Donc, bien, vous regarderez dans la littérature, c'est intéressant de voir d'où vient le terme. C'est de la politique, en fait. C'est ce qu'on appellerait de l'entrisme, en France. L'astrosurfing, c'est carrément illégal. Bon, en Angleterre, non. Mais je ne vous conseille pas de le faire parce que les journalistes sont très affûtés. En France, c'est illégal, mais bon, on n'applique pas toujours les lois. Enfin. Mais ce que je conseille, c'est que c'est une application stricte et non ambiguë du principe de transparence, ne serait-ce que pour respecter l'éthique et puis éviter les bêtises. Bon, alors, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais m'arrêter là-dessus, mais parce que c'est un point très important. J'aime bien retourner dans le temps, alors je vais vous conseiller un vieux bouquin, mais qui est génial, qui s'appelle Net Gain. Et en français, c'est Bénéfice sur le net. Hegel and Armstrong, 1999 ou 2000, qui explique comment faire travailler ces communautés. Et il explique ce que c'est une communauté. Parce que j'entends souvent les marques dire oui, mais vous comprenez, il faut que j'anime mes communautés. Et la plupart du temps, il n'y a pas de communauté. La marque en question, elle a des clients. Oui, ils sont peut-être fidèles ou ils sont peut-être infidèles, mais les clients, c'est pas forcément une communauté. C'est autre chose, une communauté. Une communauté, ce sont des gens qui partagent une même passion, qui ont une envie d'entraide, et qui, quand ils rentrent dans cette communauté, peuvent en percevoir un bénéfice mutuel. Il y a 3 points principaux. Et pour faire ça, eh bien, effectivement, il y a une nouvelle race d'employés, qu'on appelle les community managers. Alors, je simplifie vraiment à grosse maille, vous irez voir dans le bouquin, parce que le community manager, ça recoupe énormément de choses différentes. Enfin, si on veut simplifier à l'extrême, je dirais, on pourrait reprendre cette métaphore du jardinier qui est utilisée dans NetGain et qui explique comment on crée une communauté, ou comment on suscite une communauté, ou comment on la fédère plus exactement. Et surtout, on ne gère pas une communauté. Un community manager, c'est une sombre idiotie, quoi. On ne gère pas une communauté. Hein, vous la fédérez, vous l'animez, vous la suscitez, vous la bichonnez, enfin, vous pouvez trouver tous les verbes sauf manager. Ça se fait pas.
Alors la première chose, et donc c'est la prochaine fois que vous voulez lancer un buzz, parce que je sais que souvent on va faire un buzz sur un truc, dire ouais voilà j'ai un super produit là, bon ok il est plus cher que la concurrence, il est moins bien, mais est-ce que tu peux me faire un buzz? Bah non. Non. Non, parce qu'à la base, il faut que la plante soit bonne. Il faut commencer par planter. Et qu'est-ce que ça veut dire planter pour susciter, fédérer cette communauté? Ben, je vais prendre l'exemple de Wikipédia. Bien sûr, vous pensez que Wikipédia, c'est simple, il y a Jimmy Wales et Larry Sanger, ils ont appelé Walt Cunningham, il a mis un wiki en ligne, et hop, il y a eu une génération spontanée de collaboration, et des centaines de millions de gens sont pas là. Pas du tout, non. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils ont créé une boîte qui s'appelait Newpedia, qui était une sorte d'encyclopédie britannique en ligne qui a foiré et qui a mis la clé sous le paillasson. Puis un jour, Larry Sanger, donc celui qui s'est fait virer d'ailleurs, pas de chance, c'est lui qui avait la bonne idée, Larry Sanger dit mais au fait, puisqu'on a fait faillite, pourquoi on ne mettrait pas ça en ligne? Et il y a un gars là, un peu bizarre, il s'appelle Walt Cunningham, il a fait un wiki. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Newpedia et ils ont mis 30 000 articles dedans. En 2004, vous pouviez taper n'importe quel terme, Wikipédia arrivait au top de Google. Alors c'est quoi? On revient sur ce que je disais tout à l'heure. Passion, bon, l'information, la formation encyclopédique, c'est quelque chose qui passionne tout le monde, hein, sauf quelques personnes. Bénéfice mutuel, bah, c'est évident. Si vous allez modifier quelque chose dans Wikipédia, vous pouvez arriver au top de Google. Alors, le bénéfice, il est énorme. Et puis entraide, ça va de soi, je peux rajouter une information et quelqu'un d'autre va la rajouter. Donc là, vous comprenez un peu comment un Wikipédia s'est créé. Mais vous, c'est un peu pareil avec vos produits sur place, même dans la Vendée, sans aller vendre à l'autre bout du monde. Il faut planter. Croyez pas que vous allez mettre un espace, Facebook, Twitter, n'importe quoi, et puis voilà, vous allez attendre, hein, vous allez prendre un peu de recul, peut-être pour payer un peu de pub, parce que ça c'est facile, et puis c'est pas trop fatigant. Et puis voilà, ça va se passer tout seul, bah non. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, beaucoup de ce qui va arriver au travers du contenu. La petite plante, c'est le contenu qui va faire venir les gens. Si Hervé nous fait des conférences intéressantes et qu'il amène des speakers intéressants, il y a plus de gens qui viendront demander. Si les speakers sont nuls, ils viendront. Alors, il faut arroser. Parce qu'une fois que vous avez planté, vous avez mis les 30 000 articles, après il faut animer la communauté. Donc il faut mettre des règles du jeu pour éviter les trolls, etc. Après, chaque exemple peut se décliner à l'envie. Le troisième point de la métaphore du jardinier, c'est élaguer. C'est-à-dire, une fois que vous avez des branches mortes, vous les enlevez. Voilà. Seeding, feeding, weeding en anglais. Voilà. Et donc, les 3 points, il faut bien les retenir, comme ça, si vous n'avez pas pris de notes, vous pouvez le télécharger. La passion, l'intérêt commun, l'entraide. C'est très important. Hein. Le nombre de gens que je vois arriver, ah ouais, je peux pas me faire un buzz, et le sujet est tellement fou, pas intéressant. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà. Donc en conclusion, et là je m'arrête parce qu'Hervé va me tuer. Ah non, moi je sais pas. La e-réputation s'applique-t-elle aux entreprises, et notamment aux entreprises de la Vendée? Je vous laisse répondre à la question.